Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Sophie de Menton. Bonjour Sophie. Bonjour. Chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Alexis Bachelet, maire adjoint à Colombes, ancien député PS. Bonjour. Alexandre Malafaille, président du think tank Sinopia et Jacques Miard. Bonjour Jacques Miard. Ave à vous. Maria. Mais Ave. Oui, Ave voilà, Romain. Non, voilà. Maire LR de Maison Lafitte, la réforme des retraites, la CGT qui menace des coupures ciblées pour les élus qui soutiennent la réforme des retraites. On va parler plus généralement de cette journée du 19. On va parler du nucléaire, beaucoup de sujets avec vous. Peut-être de ce guet-apens hier où un adolescent a été tué à coups de couteau. Que dire de plus? On va évoquer tout de même tous ces sujets avec vous, vos coups de cœur, vos coups de gueule. Commençons avec vous, Sophie de Menton, pour mais volontiers, j'ai décidé de mettre les auditeurs de bonne humeur, de dépasser l'actualité. Un coup de cœur au moment où on flingue les riches partout, où il va y avoir Davos, ou dans la rue on va vouloir les pendre, etc. Je voulais faire un coup de cœur à la fondation Louis Vuitton, car c'est absolument la plus grande fondation de France, 12 000 mètres carrés. Il y a en France, il faut le dire, 4 900 fondations. Et c'est grâce à ça qu'on a des expos formidables. Il y a eu l'exposition Chicoukine à la Fondation Vuitton en 2017, 1,2 million de visiteurs, la plus grande exposition. Toutankhamon, 1,4 million de visiteurs à la Villette en 2019. Et donc, c'est très important le bénévolat. En France, on est très en retard là-dessus. Aux États-Unis, ça fonctionne vraiment bien. Je pense qu'il faut faire des coutures. Et puis, un deuxième petit coup de cœur, si vous permettez. C'est pas du bénévolat, la fondation. C'est du mécénat. C'est pas du mécénat, pardon, mécénat. C'est du mécénat. Mais enfin, vous payez. Ça confirme que les riches peuvent servir à quelque chose. Voilà. Non, et puis, c'est quand même un peu bénévole dans le mécénat. Bah oui, enfin on paye quand on va à la fondation, on paye aussi. Enfin, on paye les aussi. Fondations sont bien, mais il y a voilà. C'est Bernard Arnault qui téléphone. C'est Bernard Arnault qui vous a payé. Il y a le téléphone de Sophie qui. Et un tout petit coup de cœur. Ouais. J'ai été voir une pièce dans un minuscule petit théâtre, 20 € la place, au théâtre de Poche-Montparnasse qui appartient à Philippe Tesson. Et j'ai vu une petite pièce, une comédie, une rare comédie de Corneille, Le Menteur. Et c'était un enchantement. Il y avait, et je voudrais faire vraiment un coup de chapeau à Marion Bierry, qui a réussi à faire une mise en scène de cette pièce fabuleuse, avec des jeux de visage. C'est une toute petite scène, avec des chansons qu'elle a introduites modernes. Et il faut faire un coup de cœur dans cette capacité à adapter, sans y toucher, une pièce magnifique, par rapport, en revanche, au délire des mises en scène de l'opéra, où vous avez Cendrillon qui allait rejoindre sa princesse charmante la dernière fois, et puis on a supprimé dans Carmen l'usine de cigarettes, il n'y a plus de cigarettières, il n'y a rien du tout, parce qu'il ne faut pas fumer. Ça, c'est le wokisme. Oui. Juste pour revenir, vous parlez des riches et tout. C'est vrai que Cécile Duflot, à la tête d'Oxfam, demande à ce qu'on taxe les super riches pour faire sortir 2 milliards de personnes de la pauvreté. C'est un raisonnement qui plaît, évidemment, et qui est relativement simpliste tout de même. Si on peut dire un commentaire là-dessus, parce qu'il faut quand même regarder la réalité, les écarts de richesse, les écarts de rémunération, ils ont toujours existé. Et ils ont toujours été, d'une certaine façon, la cause des révolutions, en plus. D'une part, mais en même temps aussi la cause de progrès. Parce que la promesse de pouvoir gagner plus, de pouvoir s'enrichir, se protéger, tout ce qui allait avec, était quelque part, voilà, aussi un vrai effrayement. Enfin, on n'est pas entrepreneur si on n'a pas la promesse de faire quelque chose. On n'est pas, voilà, on se lève pas le matin pour gagner que de l'argent. Enfin, si on peut en mettre un peu de côté, c'est bien quand même. Et donc cette perspective-là, cette promesse-là, elle est au cœur d'un modèle. Alors on pourrait le contester le modèle et faire le communisme, mais si on est dans le modèle, on va dire, du reste du monde qui n'est pas communiste, c'est un modèle intéressant. Mais il a été dévoyé, et il y a aujourd'hui, je pense, une décorrélation entre les écarts de revenus et les écarts de richesse et le très grand nombre. Et ce n'est plus, en fait, ces écarts-là ne sont plus un synonyme de progrès social et d'entraînement de progrès social. Il n'y a plus de justification à ce niveau d'écart. C'est là où il faut travailler, je pense, pour demain et après-demain. Alors, vous avez absolument raison, mais ne confondons pas les hyper riches qui sont détestés, qui sont des grandes fortunes, et il en faut dans le monde. Et les écarts, à mon avis, sont beaucoup plus graves et embêtants sur les salariés en général.
Et c'est là que l'écart mais est beaucoup l'écart plus, entre un patron et son salarié aussi. Il n'est pas grand. Bien sûr qu'il est. Vous savez combien gagne en moyenne le patron français? Oui, mais on dit les patrons. Moyenne, il y a la des moyenne, PME. Alors, la moyenne. Jacques Miard voulait réagir. Oui. Je savais que ça ferait réagir. Premièrement, je crois qu'il faut les deux. Il faut bien sûr des mécènes, mais il faut aussi des services publics. Parce qu'aux États-Unis, les services publics sont dans les choux. Ça, c'est un premier point. Donc, il ne s'agit pas de tomber d'un excès dans l'autre. Il faut les deux. Qu'il y ait des mécènes, tant mieux. Des fondations, tant mieux. Cela étant, ce qui scandalise les Français sur le plan politique, et à juste titre, ce sont les retraites en golden, en or, que certains patrons se payent. Et c'est ça qui pose problème. C'est que tout ce qui est excessif devient absolument une injustice phénoménale. Lorsque vous avez des grands patrons qui vont se donner, qui ont entre 15 et 16 millions de revenus par an, permettez-moi de vous dire que le pauvre gars qui n'arrive pas à boucler son mois, il doit se dire il y a quand même un problème. Monsieur le maire, moi je suis d'accord. L'écart de rémunération aujourd'hui entre un grand patron et un Français qui travaille au quotidien est très choquant. Mais à la limite, le grand patron, il est à la tête de son bazar. On pourra toujours défendre qu'il y a aussi la compétition mondiale. Mais c'est vrai à chaque fois. Mais quand même, l'écart de rémunération entre le Français de tous les jours et puis celui qui travaille dans une banque, qui va gagner simplement en faisant des placements financiers entre 1 et 2 millions par an, c'est insupportable. C'est pas justifié. Cet écart-là n'est pas justifié. Parce que si on le ramène après à d'autres type de responsabilité. Le patron des armées françaises, le médecin. Le patron des armées françaises, il gagne 12 500 balles par mois. Et puis le médecin. Voilà, donc c'est peut-être beaucoup, 12 500 euros par mois. Enfin, c'est même pas un jour de salaire de footballeur. Je suis d'accord. Mais monsieur le maire, je voudrais dire que les services publics, d'accord, à condition qu'ils fonctionnent. Je veux dire, si vous êtes satisfait des services publics, moi pas. Oui, Alexis. Écoutez, madame, c'est que vous ne connaissez pas grand-chose. Oui, ma chère Sophie, je suis juste parce que usagée. je vais vous dire une chose, il y a de quantités de services publics municipaux qui fonctionnent très bien. Oui, municipaux, c'est nous vrai. en sommes fiers. Et il y a des services publics, effectivement, qui ne fonctionnent pas parce que petit à petit, on a coupé par idéologie en disant on va privatiser. C'est le cas de la Poste. Oui, bien sûr. Non, mais c'est Alexis. Il y a un moment, il faut regarder la réalité en face. Enfin, l'usager en région parisienne, il n'est pas content de son service public. Les hôpitaux, l'école, la police sont des services publics qui fonctionnent pas. Les transports en commun. Les transports en commun, on ne peut pas dire que ça fonctionne tout à fait bien. Alexis. Mais les municipalités, d'accord. Je suis assez d'accord avec Jacques Miard. C'est arrivé plus souvent qu'à l'accoutumée, mais là, ce matin, c'est particulièrement vrai. Tout ce qu'il dit est frappé du sceau du bon coin. Donc, du bon sens, pardon. D'accord. Du bon sens, Du bon sens. Le bon coin, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est aussi la marchandisation de un peu tout. Mais, non, mais il a raison, Jacques. Les services publics sont essentiels. Et c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et c'est notre patrimoine commun. Et ils sont quand même, rappelons-le, financés aussi grâce à l'impôt. Par les patrons. Faut pas. Non, parce que tout le monde paye des impôts. La TVA, je la paye, vous la payez, c'est un impôt direct. Effectivement, tous les Français ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu, mais il y a tout un tas de... on est le pays où il y a, comme chacun sait, on a une inventivité fiscale très forte. Donc de toute façon, on ne peut pas dire qu'il y a un Français qui échappe à l'impôt. D'une manière ou d'une autre, on paye tous, on contribue tous. Après, effectivement, on le sait aujourd'hui, on a un système fiscal qui permet quand même aux plus grandes fortunes et à ceux qui veulent s'enrichir en dormant de le faire de mieux en mieux, de plus en plus. L'optimisation fiscale, il y a des dispositifs de plus en plus sophistiqués pour échapper à l'impôt. Et je pense qu'effectivement, oui, mais enfin ça c'est la grande menace. On va tous partir. C'était vrai quand Mitterrand est arrivé au pouvoir. C'est vrai. À chaque fois, c'est la menace. Et puis ils sont revenus. Ils sont revenus parce qu'on a arrêté. Parce que quand ils sont malades, ils préfèrent se faire soigner en France. Plus maintenant. Parce que ça coûte moins cher. De toute façon. Et souvent on est mieux soigné que dans la plupart des autres pays. Donc il faut défendre le service public, bien sûr. Et son financement. On va avancer. On va marquer une petite pause, 9h11 sur Sud Radio, et on se retrouve dans un instant. On va parler des femmes iraniennes avec Jacques Miard. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord avec Alexis Bachelet, Jacques Miard, Alexandre Malafaille et Sophie de Menton. Permettez-moi, Jacques Miard, avant de vous donner la parole, de faire un petit suivi sur le remboursement des billets de la SNCF annulés à Noël. La plupart, enfin une grande partie d'entre eux ne sont toujours pas remboursés. La promesse n'est pas tenue. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ça va faire un mois quand même.
donc je veux bien, mais d'abord le système ne marche pas, effectivement. On vous envoie un lien pour dire suivez l'avancement, on vous dit c'est toujours en cours d'avancement. Donc c'est des sommes en général, voilà, on a payé pour partir en famille, peut-être aux alentours de 200 €, donc ça représente une somme de 500 €, ce qui est pas nul. Donc voilà, la SNCF a du boulot, donc le petit tout oui qui vous répond ne vous répond pas forcément à votre question, mais donc la SNCF ne souhaite pas s'exprimer sur le sujet et elle précise simplement que les dossiers sont en cours de traitement et que les clients ont jusqu'au 30 mai 2023 pour réclamer leur compensation en ligne. Sauf que personne ne vous répond. Donc je voudrais d'ailleurs donner un conseil aux auditeurs qui veulent se faire rembourser les timbres rouges, parce que à la poste on m'a dit mais vous pouvez vous faire rembourser le timbre rouge puisque j'en avais acheté. Bien sûr. Alors il y en a environ pour 1 an et on n'est pas sûr d'y arriver. Il faut les collectionner. C'est ce qu'on m'a dit. Sophie. Oui, ça vaudra de l'argent. Oui, Jacques Miard. M'en acheter. Oui, bon, vous avez raison de souligner ces retards et cette digitalisation de la société dans laquelle effectivement taper 1, taper 2, etc. Il n'y a plus d'humain et on ne répond pas sur l'Internet. Et ça, c'est un problème majeur et qui va malheureusement s'aggraver dans les années qui viennent. Mais j'entendais Xavier Bertrand qui râlait ce matin en disant qu'il fallait être bac plus 15 pour obtenir le chèque carburant, pour pouvoir remplir le formulaire. Bien sûr, ça devient... on va demander à Emmanuel Macron, en plus de tester les numéros verts, de tester les formulaires de son gouvernement. Alors, pour rien vous cacher, je vais en profiter de faire un peu de publicité du service public de Maison Lafitte, n'est-ce pas, Sophie? Oui. Je vais vous dire que nous avons mis en place un agent spécialisé dans l'accès au service public, notamment en raison des problèmes informatiques. Et contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y a pas que des personnes, on va dire, moins jeunes qui lui demandent leur aide. Il y a des gens de toutes catégories d'âge. Donc on voit bien que la digitalisation de la société devient un problème politique majeur qui est excessif. Et il y a un moment, il va falloir peut-être revenir à un peu d'humain avec des numéros de téléphone, avec des gens qui vont répondre et pas simplement taper 1, taper 2 et revenir la semaine prochaine. Bien sûr. Il y a maintenant des traducteurs informatiques dans les entreprises. Alexis Bachet, chez vous aussi. Jacques Miard a entièrement raison. C'est un sujet qui est un impensé politique d'ailleurs. Personne n'en parle. Oui, on s'en vante. Tout le monde fait comme si le grand mouvement de modernisation, d'automatisation, de digitalisation était un progrès en soi et que tout le monde allait y adhérer, y souscrire comme une sorte de religion laïque. Or, il y a les laissés pour compte du numérique. Ils sont extrêmement nombreux pour des raisons générationnelles, pour des raisons sociales. Et là encore, Jacques, tu me confirmeras, mais c'est les communes qui sont en première ligne. Nous, c'est les services intergénérationnels, les CCAS, pour les personnes âgées, les aînés, et les personnes socialement en difficulté qui font des cours d'accompagnement. Et nous aussi, on a créé, dans le cadre d'une maison France Service, un poste de conseiller numérique pour effectivement aider les gens qui sont perdus, dépassés dans des démarches administratives, dans des démarches qui aujourd'hui sont totalement dématérialisées, mais il y a des gens qui n'y trouvent pas leur compte et qui sont perdus. Et donc effectivement, les communes mettent en place des dispositifs pour accompagner. Et souvent, d'ailleurs, on subit des décisions de dématérialisation qui sont prises par l'État. Une partie des démarches administratives, elles sont rendues par la commune au nom de l'État. Alexis, aujourd'hui, les collectivités sont devenues les vaches à lait pour l'État. C'est vrai. On doit tout financer et ils nous transfèrent un temps de compétences et ça, c'est inacceptable. Alors, vous avez ensuite un autre problème au niveau des communes parce que tout le monde paye des impôts. Bien non. C'est-à-dire que ne payent aujourd'hui des impôts à leur ville que les propriétaires, les locataires ne payent plus la taxe d'habitation et donc vous avez pratiquement maintenant la moitié d'un certain nombre de gens qui peuvent être des locataires riches et qui ne payent plus un impôt à la ville dans laquelle ils vivent. Bravo Macron. Ça, je peux dire, je l'ai en travers de la gorge. Je trouve ça scandaleux sur le plan de la justice fiscale.
Mais je voulais vous dire que je ne mets pas les communes dans le lot des services publics qui ne fonctionnent pas. Publics qui fonctionnent mal. Je veux dire, c'est très particulier. Et d'ailleurs, les maires de France sont des entrepreneurs. Les maires qui ont soutenu d'ailleurs J'aime ma boîte, la fête des entreprises avec David Lisnard. Je pense qu'une mairie, c'est complètement autre chose. On va passer à votre... Mais pour revenir à un grand service public que fut la Poste, fondé par un traité international, ne l'oublions pas, c'est inadmissible de supprimer le timbre et de vous dire portez votre lettre. On va vous la scanner, on va vous l'envoyer. Mais incroyable. Et qu'on distribue le courrier un jour sur 3. En même temps, là-dessus, il faut quand même aussi pas se raconter d'histoire. Le nombre de plis s'est effondré. L'irruption d'Internet et en particulier l'utilisation généralisée des messageries et des courriels a fait qu'une partie du courrier historique, classique, n'existe plus. D'accord, mais on nous a expliqué quand même. On nous expliquait quand même qu'on supprimait le timbre. Oui, allez-y, Jacques. Parce que c'était Alexandre. Dans ce cas-là, on organise les tournées et on fait en sorte que peut-être au lieu d'avoir une tournée par jour et on vous dit ensuite que le courrier viendra à N+1, à J+1, eh bien, on peut organiser ça, mais à mon avis, c'est une faute majeure que de supprimer le timbre qui permet d'envoyer à sa chair et tendre des mots d'amour. Voilà. Alors, juste pour finir sur les services publics, vous avez peut-être vu que Clémentine Autain avait subi un retard de train très important. Vous n'avez pas vu ? Train inquiet depuis un bon moment, et cette voix qui annonce un retard de 2 heures depuis la privatisation SNCF. On sait quand on part, jamais quand on arrive. Et donc, évidemment, elle s'est fait reprendre sur les réseaux. Elle était ce matin l'invitée de Patrick Roger. Écoutez sa réponse. En fait, le problème toujours de Twitter, c'est qu'on écrit vite et en 240 signes. Donc là, en plus, j'étais un peu énervée d'avoir encaissé 2 heures de retard sur un trajet. Je fais ce tweet là-dessus et je fais une erreur sur le terme, parce qu'il n'y a pas de privatisation. Le terme exact, c'est la libéralisation. Donc oui, je retire ce terme de privatisation car il est impropre, mais je pense que le fond de ce que je voulais dire, c'est-à-dire ce phénomène d'ouverture à la concurrence et de libéralisation, conduit fatalement à une détérioration du trafic. Extraordinaire. Là c'est beau. Le prix de la mauvaise foi, sans compter que effectivement ça fait progresser la SNCF qui est une concurrence, parce qu'on sait que c'est la concurrence qui fait progresser même les services publics. Oui, mais là, elle parlait d'autre chose. Elle parlait effectivement de privatisation et de la privatisation. Oui, non, mais justement, elle dit n'importe quoi. Oui, c'est pas privatisé, mais elle expliquait qu'il y avait, moi je l'avais compris comme ça très honnêtement, qu'il y avait des services de plus en plus comme à la Poste qui sont privatisés. Le wagon-bar, mais c'est la seule chose qui marche bien. Sophie, l'hôtel de la concurrence, c'est pas non plus tout. C'est au nom de l'hôtel de la concurrence qu'on a le bazar énergétique européen qu'on a aujourd'hui. C'est à cause de l'hôtel de la concurrence qu'il y a 1000 opérateurs en France aujourd'hui qui distribuent de l'électricité aux usagers qui ont des voitures électriques. Non. Il y a eu la concurrence, elle fait pas tout. Voilà. Non. Allez, on avance. Jacques Miard, coup de cœur et alors effectivement, j'ai déjà poussé quelques coups de gueule là, sur des sujets qui me sont chers, les services publics. Mais je voudrais saluer le combat des femmes iraniennes. Alors on l'a souvent fait, mais aujourd'hui, au moment où il y a des exécutions, ces femmes ne baissent pas, ou plus exactement, elles continuent à enlever leur voile, elles ne baissent pas les bras, et ça mérite qu'on le souligne et qu'on le dise. Bien sûr. Parce que, et qu'on les aide. Je ne sais pas si à terme, elles vont réussir à modifier, je dirais, le substrat culturel de l'Iran, parce qu'on sait très bien que c'est une société profondément aussi religieuse, mais on constate qu'il y a de la résistance et qu'à terme, à mon avis, elles gagneront. Mais ça va prendre du temps. Et il y aura malheureusement beaucoup de victimes et cela mérite qu'on les salue et qu'on leur dit que nous sommes de tout cœur avec elles. Oui, vous avez raison, on le rappelle régulièrement ici à ce micro, on ne les oublie pas, on parle d'elles, mais on pense aussi aux femmes afghanes qui vivent dans un climat de terreur absolue. Comment a-t-on pu imaginer un seul instant que les talibans allaient s'assouplir? C'est l'inverse qui s'est passé. J'ouvre une petite parenthèse, une auditrice me dit, une amie a envoyé une lettre rouge, 4,40 € pour 3 pages, et pas arrivé en temps et en heure. Bravo.
Voilà, c'est avec du le test, nouveau système. Oui, avec le nouveau système, voilà. Oui, mais la cohérence a dû supprimer le timbre rouge quand on voit en région parisienne. On nous expliquait que c'était parce qu'on faisait des économies de carbone, parce qu'il y avait 3 avions qui tournaient, 60 000 tonnes, etc. Mais enfin, en Ile-de-France, il n'y a pas besoin d'avion pour livrer le courrier à J+1 ou même à J+2. Il y a une logique d'argumentaire un peu biaisée. On ferme la parenthèse et en tout cas, Jacques Miard, vous avez raison, il faut continuer à soutenir ces femmes iraniennes. Si on pouvait le faire d'un point de vue politique un peu plus actif, ce serait bien aussi. Alexis, vous, c'est un coup de gueule? Oui, moi c'est un coup de gueule alors sur une actualité brûlante puisque c'est l'Ukraine, c'est la position du gouvernement allemand. On est arrivé quand même bientôt à la date anniversaire de l'invasion russe en Ukraine, de l'agression sauvage et dont on voit encore dans l'actualité récente les dégâts, puisque aujourd'hui l'armée russe cible délibérément des populations civiles, bombarde des immeubles, après avoir bombardé des infrastructures énergétiques pour couper l'électricité et l'eau à la population. Donc on est vraiment sur des crimes de guerre en masse. Et malgré tout ça, le chancelier allemand reste, en tout cas dans les grandes nations occidentales qui aident l'Ukraine à se défendre, en retrait. Et il faut vraiment que les Britanniques, les Français, les Américains livrent des chars pour que peut-être, on l'espère, là il y a une réunion à Ramstein dans 48 heures, enfin les Allemands se décident à livrer les armes dont les Ukrainiens ont besoin pour se défendre et pour reconquérir aussi probablement une partie des territoires qui ont été annexés par le régime de Poutine. Donc vraiment, je pense que dans cette actualité multiple et chargée, il ne faut pas qu'on oublie l'Ukraine parce que, tout simplement, Poutine compte sur le temps pour que les soutiens s'affaiblissent. Et donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a des failles, à chaque fois qu'il y a des pays qui semblent vouloir tergiverser, c'est un encouragement pour poursuivre l'agression russe. Et donc je pense que c'est important d'en parler aussi régulièrement. Alors 9h27 sur Sud Radio, petite pause, restez avec nous, on continue, on va parler de l'Ukraine et de ces armes qui vont être livrées à l'Ukraine. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Et nous parlons le sujet. C'est la romantisation de haussmannien par Sophie de Menton, c'est un peu comme David Béliard, c'est très déconnecté en fait. Ça ne devait pas être aussi sympa que ça. Il faut dire à nos auditeurs, puisqu'on reprend l'antenne, que je vous évoquais ce dont je vous ai parlé hier, c'est-à-dire David Béliard, adjoint à la mairie de Paris, adjoint écolo, qui dénonçait la romantisation et l'idéalisation dans la série Emily in Paris des immeubles haussmanniens. Mais j'ai expliqué hors antenne qu'il était complètement à côté de la plaque. Bah oui, mais on est d'accord. Le haussmannien est très intéressant du point de vue de l'isolation thermique et énergétique, puisque c'est des immeubles qui sont collés les uns aux autres. Voilà. Et donc ça nécessite moins de travaux que quand vous plantez un immeuble au milieu de nulle part. Non, mais de toute façon, j'en discuterai avec lui. Je le connais un petit peu. Non, mais de toute façon, on parle d'une fiction. C'est comme si vous disiez, ça n'existe pas. Un prince qui réveille. Ça existe pas. Voilà, c'est ça. Donc personne ne s'habille comme Émilie. Il faut parfois tendre le cou à des choses qui sont racontées même sous forme de fiction. Revenons à l'Ukraine et à l'Allemagne en particulier. Vous avez évoqué Olaf Scholz qui est contraint de livrer des chars de combat. Un mot juste, il est un peu obligé. Un mot sur la ministre, je ne sais pas si vous avez vu ça, la ministre de la Défense qui démissionne après une série de gaffes. Alors moi j'ai découvert ça ce matin. Elle avait pendant les fêtes de Noël à Berlin fait une vidéo en disant une guerre fait rage au milieu de l'Europe. J'ai pu en tirer de nombreuses impressions particulières. J'ai rencontré beaucoup de gens intéressants et formidables. Pour cela, je dis un grand merci. Et quand elle a dit qu'elle avait envoyé des armes, elle avait annoncé l'envoi de 500 casques quand Zelensky demandait des armes lourdes. Donc voilà, cette dame qui était ministre de la Défense a démissionné. Sur les armes, Alexandre Malafaille. J'ai un point de vue un peu dissonant, mais moi je suis assez inquiet parce que je trouve qu'à partir du moment où on commence vraiment à rentrer dans des logiques d'armement lourd,
ça s'apparente à mettre de l'huile sur le feu, à jeter de l'huile sur le feu. Et on est dans un engrenage et il faut qu'on y prête très attention. Notre rôle aujourd'hui en tant qu'Européens, ce serait quand même de tout faire pour parvenir à faire en sorte que la paix se négocie. Alors c'est vrai que les positions ukrainiennes sont ce qu'elles sont. C'est vrai que, évidemment, ce qui se passe en Ukraine est épouvantable. Et évidemment, la frappe de civils. Mais enfin, ça fait partie, c'est la guerre. Hein. Ça c'est toujours. Pardon, la guerre, ça s'est toujours passé comme ça. Je ne connais pas de guerre propre. C'est la Convention de Genève. Alexis Bachelet, je ne connais pas de guerre propre. Vous m'en trouverez une dans l'histoire, on en reparlera. Je ne connais pas de guerre propre. Il y a eu plein. Non, il n'y a pas eu de guerre propre. Non, une guerre, c'est pas propre. Il y a eu plein de guerres entre deux armées et les populations civiles n'étaient pas touchées. Mais il y a toujours eu ce qu'on appelle des bavures et des choix stratégiques et des choix tactiques et puis des bavures. Et voilà. Non, mais de toute façon, on ne va pas rester là-dessus. Je pense que le risque aujourd'hui dans lequel on est en train de tomber, c'est que si on n'y prend pas garde, la Russie, d'abord, je crois que tous les experts militaires le disent, la Russie ne lâchera pas. La Russie ne s'effondrera pas. Il n'y aura pas de défaite militaire russe. Il n'y aura pas de défaite russe. Il y aura peut-être des changements de pouvoir, des changements de palais. Mais la population russe est ce qu'elle est. Elle résistera. Elle soutiendra. Elle restera encore très longtemps derrière le pouvoir, le gouvernement, puis l'idéal qui est construit autour de la Russie. Donc cette stratégie-là, qui consiste à essayer de renforcer les belligérants pour un conflit qui risque de durer, c'est-à-dire Poutine l'a dit hier, il a dit très bien, vous les armez, ça sera juste plus long et plus coûteux. Mais voilà. Donc alors que notre rôle, ce serait de favoriser, et tant pis s'il faut tordre un peu le bras des Ukrainiens, veut favoriser à un moment donné le fait qu'il faudra faire la paix. Et il faudra malheureusement, qu'on le veuille ou non, il faudra faire la paix avec les Russes. Jacques Miard. Oui, alors Alexis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement aujourd'hui, l'escalade se poursuit. Et c'est une guerre américano-russe. Il ne faut pas se tromper. Depuis 2004, avec les révolutions de couleur, depuis 2014, qui est un coup d'État fomenté par les Américains, on a une volonté affirmée, et ça a été notamment dit que les accords de Minsk étaient là pour donner du temps à l'Ukraine pour l'armée. Et donc, en réalité, ce qui se passe, et je suis d'accord avec Alexandre, c'est qu'on est dans une guerre par proxy et qu'il faut y mettre un terme, parce que c'est bien gentil de faire la guerre comme le font les Américains ou les Anglais avec le dernier soldat ukrainien, mais il faut trouver une solution politique rapidement. Et nous, notre rôle, la France, c'est pas de coller au cul des Américains, parce que je n'ai aucune confiance dans ces gens, comme je n'ai pas plus confiance dans Poutine. Mais nous devons avoir... J'ai plutôt plus confiance dans les Américains que dans Poutine. Nous devons avoir une volonté affirmée de poursuivre une politique indépendante. Nous devons aider sur le plan humanitaire l'Ukraine, mais certainement pas continuer à l'armer pour aller jusqu'au dernier soldat ukrainien. Et il va se passer, j'en suis convaincu, à un moment où les Américains vont laisser tomber Zelensky comme une vieille chaussette. Juste une question, est-ce que ça ne mériterait pas un débat au Parlement sur ce sujet? Normalement, c'est. Parce qu'on est. À partir de quand est-ce qu'on est. La Constitution à ce titre. À partir de quand est-ce qu'on est co-belligérant? C'est-à-dire à partir du moment où on fournit des armes. À partir du moment où Poutine l'aura décidé. Sophie, sur ce sujet. Je voudrais attirer l'attention sur quelque chose qui m'a vraiment beaucoup frappé. C'est l'exode des enfants ukrainiens. Les Russes prennent les enfants ukrainiens, les séparent de leur famille pour des raisons soi-disant humanitaires. D'ailleurs, on voit des images, c'est stupéfiant, avec des parents russes qui adoptent les enfants ukrainiens. Aussi. Attention à la propagande. Je crois que vraiment, il y a des populations qui sont déplacées en Ukraine et que les enfants sont vraiment, c'est pas la première fois qu'on le dit, les enfants sont vraiment séparés, on sépare, on les envoie ailleurs, etc. Donc là où c'est tout à fait juste, c'est que les populations civiles sont particulièrement impactées dans cette guerre. Alors, sur les crimes de guerre, il faut quand même savoir que la France, par exemple, sur la CPI, avait mis une réserve à l'article 8.2 pour protéger les pilotes français qui avaient bombardé en Yougoslavie, en ex-Yougoslavie. Donc les crimes de guerre, malheureusement, ce n'est pas des Américains qui vont nous donner des leçons. Parce que ce qu'ils ont fait au Vietnam, c'était quand même tout à fait coton. Malheureusement, effectivement, les guerres, c'est une saloperie. Et donc, il faut à tout prix, et je suis d'accord avec Alexandre, trouver une solution politique et le plus rapidement possible. Oui. Alexis, pardon. Non, mais d'abord, je suis toujours étonné quand des gens qui ont toujours défendu la souveraineté de la France et qui défendent une forme de souverainisme des nations demandent à un peuple libre, l'Ukraine,
de se mettre à genoux devant son puissant voisin russe. Parce qu'aujourd'hui, le propos tenu par Alexandre est très sympathique, mais il est complètement déconnecté de la réalité politique et diplomatique sur le terrain, puisque Poutine dit on a annexé et il veut continuer à faire tomber le régime de Kiev. Donc le régime de Kiev dit nous, on va se défendre, parce que de toute façon, sinon, c'est l'asservissement et... Donc c'est une question de vie ou de mort. Donc quand c'est une question de vie ou de mort des peuples, c'est comme si on avait dit à... pour moi, Zelensky, il est dans la démarche du général de Gaulle. Voilà, il se défend par rapport à un régime qui veut mettre à bas la souveraineté de son pays. Donc sa cause est légitime. Qu'il soit soutenu par les Américains, que tu n'aimes pas, Jacques, c'est une chose. Poutine, lui, il est soutenu, Poutine, il est soutenu par l'Iran et par la Chine. Alors si tu préfères un axe Poutine, Chine, Iran, aux Américains et à l'Occident, moi, c'est pas ma tasse de thé. Moi, je suis occidental, je suis fier de défendre un certain nombre de valeurs et je pense qu'on a raison d'aider les Ukrainiens. Après, effectivement, le risque d'escalade, il est là depuis le début. Il est là depuis le début. Qui a menacé d'usage des armes nucléaires? C'est pas les Américains, c'est Poutine. Donc il essaye aussi de nous intimider parce qu'il y a une fuite en avant aujourd'hui du régime russe. Poutine pensait que la guerre durerait 3 semaines. Elle va durer peut-être des années et des années. Et oui, effectivement, il faut se préparer à un conflit qui peut durer. Mais après, il faut effectivement savoir comment on en sortira. Est-ce qu'on veut que Poutine gagne et qu'il asservisse l'Ukraine, ou est-ce qu'on veut une paix juste et qui préserve la liberté des Ukrainiens? Mais est-ce qu'il peut y avoir un peu de nuance? Oui, il y a une nuance. Non, il n'y a pas. Il y a une nuance. Ce qu'évoque Alexandre Malafaye et Jacques Miard, c'est un règlement pacifique, un règlement... Là, pour l'instant, on est vraiment dans un fait. Alexis Bachelet, est-ce que c'est au prix... Juste un instant. Est-ce que c'est un truc, juste un dernier mot, est-ce que vous proposez, mais ça peut être une option, moi je l'entends, de faire comme Chamberlain, Daladier, Mussolini et Hitler, de dire voilà, on laisse tomber la Tchécoslovaquie parce qu'il faut satisfaire les appétits du grand voisin. Non mais c'est ce qui s'est passé en 1938. C'est ce qui s'est passé en 1938. On a le droit d'être munichois. C'est pas un problème, mais il faut juste se dire les choses. Alexandre Malafaye. Si le conflit devait s'étendre au-delà des frontières de l'Ukraine, je pense que vous regretterez vos propos. Parce que on rentrerait dans un schéma qui serait extrêmement lourd et dur et épouvantable à supporter. La guerre mondiale, elle est en route. De toute façon, la réorganisation du monde liée à ce qui se passe actuellement en Ukraine, elle est en marche. Et je pense que c'est ça que vous devez faire attention à un point. C'est qu'au nom des valeurs et de la morale que je partage avec vous. Pas la morale. Parce que, mais si, c'est la morale. Il y a les gentils et les méchants. Donc ça a été parfaitement tranché. Non, on a fait une ligne. On a dit il y a les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Il y a effectivement un peu. Non, mais il y a un agresseur, il y a un agressé. Mais Montesquieu, mais relisez Montesquieu, relisez Montesquieu qui dit très, relisez Montesquieu qui dit très bien qu'effectivement, quand il y a un agresseur, il y a un agresseur, mais il y a tout ce qui est autour et qui a autant de responsabilités souvent que l'agresseur. Donc là, ce conflit-là, il a des origines extrêmement profondes. Il y a des protagonistes, il y a des intervenants extérieurs, il y a les Américains, il y a l'OTAN, il y a le rôle des Européens, il y a énormément de situations. Voilà, c'est compliqué. Et sauf que ce que vous ne voulez pas comprendre, c'est que ce que vous ne voulez pas comprendre, c'est que pas tous en même temps. Laissez terminer Alexandre. Et vous verrez. Et d'ailleurs, vous devriez déjà le voir. Ça m'étonne pas, mais Alexis Bachelet, le plan de Poutine. Non, ça c'est insultant. Le plan de Poutine, puisque vous êtes très attaché aux valeurs et vous devriez être attaché aux valeurs et à la défense de nos compatriotes. Le plan de Poutine, il est à deux têtes, d'accord ? Un, c'est l'Ukraine. Et on verra l'issue du truc. Mais on verra, et je pense qu'il ne perdra pas tout, loin s'en faut. Le deuxième plan, c'est l'effondrement de l'Union européenne. Ouais. Et je peux vous garantir qu'il va y arriver si on continue comme ça. Nous sommes les idiots utiles de ce conflit. Mais attendez, regardez, ça fait un an. Mais vous rigolez ou quoi ? Les partis mais regardez l'État, regardez l'État politique de l'Union européenne depuis un an. Regardez l'état de nos finances publiques. Regardez l'état du pouvoir d'achat des Français et des Européens. On peut continuer. Et plus on va amplifier le conflit, plus je peux vous dire qu'on va manger la poussière. Réécoutez hier Pierre de Gaulle, qui était l'invité d'André Berkoff et qui expliquait que c'était une erreur de voir les Russes avec des yeux d'occidentaux et que la France avait des liens très puissants et très forts avec la Russie. C'était une interview plutôt nuancée. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant. On va parler du nucléaire avec vous, Alexandre Malafaye. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Deux choses sur l'Ukraine. Alexis, vous avez, me semble-t-il, été un peu loin dans vos propos face à Sophie de Menton en la traitant de munichoise. C'est à la limite de l'insulte.
Bah si. Non. Non, c'est pas une insulte munichoise et ça ne m'étonne pas. Il y a des gens qui défendent cette position qui est de dire il faut arrêter d'aider l'Ukraine et livrer et leur tordre le bras et les laisser le Donbass à la Russie, etc. C'est une position, oui, moi j'estime, toutes choses égales par ailleurs, dans l'histoire, on a déjà eu ce type de débat en politique intérieure française. J'ai dit comme Alexandre qu'il fallait arrêter de mettre de l'huile sur le feu. Dans les années 30, il y a des gens qui disaient il faut livrer nos alliés à l'Allemagne parce qu'il faut se contenter Hitler pour assurer la paix. Oui. Et on l'a fait. Ça n'a pas fonctionné. On a eu la paix et on a eu la guerre et le déshonneur. Mais ce n'est ni ce qu'ont dit Sophie, ni Alexandre, ni Jacques Miard. Oublions ça, c'est trop nul. Bon, et une deuxième chose sur, on est dans nos studios, dans un studio, etc. Moi, j'ai entendu hier aussi que la frappe sur cet immeuble, cette frappe terrible sur cet immeuble d'habitation hier qui a eu lieu, en fait, les missiles qui sont envoyés auraient visé un emplacement stratégique qui se trouve à quelques mètres seulement et que les missiles qui sont envoyés ne sont pas assez précis. Vous l'avez entendu aussi. Donc, oui, voilà. Mais là, encore une fois, je n'en sais rien. Moi non plus, mais vous avez. Non plus, mais on est dans les vérités alternatives. Mais vous avez commencé. Mais vous avez commencé la relativisation de la gravité de ce qui se passe. Vous avez commencé cette intervention en disant crime de guerre, on cible volontairement les civils. C'est pas moi qui le dis, crime de guerre. C'est documenté par des ONG. Mais hier, vous avez dit on a ciblé volontairement un immeuble. Il y a une petite nuance qui est pour l'instant, on ne sait pas si ça a été fait de façon volontaire. J'ai dit on a ciblé volontairement des infrastructures civiles. Oui. Les centrales électriques, les infrastructures civiles, donc qui permettent à la population ukrainienne de se chauffer. Donc ça, c'était une stratégie russe délibérée. Et par ailleurs, je rappelle que ça fait depuis le début du conflit. Il y a eu une gare aussi, on l'a un peu oublié, à Kramatorsk, je crois qu'il y avait eu une gare où il y avait un missile qui a tué 20 personnes. Oui. Le nombre d'immeubles civils, etc., ça peut être une bavure de temps en temps. Mais quand il y en a eu 150, je suis désolé. Ça n'est plus un missile qui atterrit au mauvais endroit. Il y a une stratégie de terreur. En tout cas, c'est un missile qui avait vocation à faire des dégâts, puisque au départ, c'est un missile destiné à un porte-avions. Ce sont des missiles extrêmement puissants. Alors, est-ce qu'ils avaient un autre objectif? On pourra toujours faire une enquête. Alexandre, votre coup de cœur en fin d'émission pour le Sénat. Voilà, pour le Sénat français, qui étudie à partir d'aujourd'hui un projet de loi sur le nucléaire. Alors, ce projet de loi, au départ, vise à favoriser, relancer la construction des nouveaux réacteurs, des petits réacteurs nucléaires, etc. Et en fait, le projet initial, son objectif, c'est de faciliter la mise en œuvre. Parce que c'est vrai qu'en France, avec tous les recours, ça peut prendre 30 ans avant d'arriver à mettre un premier coup de pioche. Donc, de ce point de vue-là, le projet de loi est intéressant, mais il est renforcé par les sénateurs qui mettent en avant 2 points qui sont tout à fait aussi essentiels. Un, c'est de faire en sorte qu'on revienne sur la loi faite par François Hollande, qui vise à fermer 12 réacteurs nucléaires. Donc ça, c'est une première bonne chose. Dire, bon, il faut peut-être arrêter les bêtises. Enfin, tant qu'ils marchent, tant qu'on peut les maintenir, ils font partie de notre stratégie énergétique et d'indépendance. Donc, il faut arrêter cette bêtise. Et 2, ils veulent également revenir sur l'obligation d'atteindre à horizon 2035 la limitation à 50% de l'énergie nucléaire dans le mix énergétique. On se rend bien compte que c'était une erreur et maintenant il est temps d'en revenir. Alors je voudrais juste après adresser un petit coup de gueule à l'égard des grands stratèges élyséens qui ont quand même conduit cette stratégie pendant 10 ans jusqu'à temps de réaliser que peut-être, c'était une bêtise. Je ne vise personne bien sûr, mais ils sont en général 55 rue du Faubourg Saint-Honoré. Et on espère surtout que les délais de remise en route des centrales vont s'améliorer parce que nous avons, des normes de sécurité qui sont supérieures au monde entier. Et donc, quand il y a des pays qui mettent 5 ans à mettre en place une centrale, on met 15 ans. Donc, on a un vrai problème de surajouter, encore une fois, des lois. Et même en ce qui concerne la sécurité, on est les seuls au monde. Donc, il faudrait oublier un peu les éoliennes et s'occuper du nucléaire. Alors, ça, c'est le Sénat. Ça passera à l'Assemblée de toute façon. Jacques Miard, cette position, cette proposition. Je voudrais juste corriger Alexandre sur un point. C'est pas une erreur, c'est une faute politique majeure. Parce qu'on a joué l'utopie sur ce qui était une chance de la compétitivité française, sous la pression d'ailleurs des Allemands. La fermeture de Fessenheim, ça résulte, je dirais, des pressions des écolos allemands et du gouvernement allemand qui ont voulu casser EDF. Avec la main des Américains. Donc on est aujourd'hui au pied du mur et il est heureux que effectivement le Sénat puisse changer cette politique. Et il ne faut pas se leurrer, le coupable, il est à l'Élysée. Il est à l'Élysée.
Ça a été une faute majeure des utopies macronesques. Oui, enfin, il ne faut pas oublier que la France a été anti-nucléaire quand on a voté cette loi, mais les Français, l'Assemblée entière, ils étaient anti-nucléaire. On a heureusement changé et évolué. Pas du tout. N'importe quoi. On n'a jamais été anti-nucléaire quand on avait la majorité. Enfin, Sophie. Quand vous aviez la majorité, peut-être, mais enfin, quand on était quand même, on faisait tout pour arrêter le nucléaire à un moment donné. C'est pas vrai. On a complètement changé d'avis. Le pays entier. Non. Alexis. Ce sont les experts et les écolos. L'écologie, c'est une nouvelle religion. C'est vrai. Tous les jours disent. Quand on est entiché d'idéologie, on fait que des conneries. Eh bien, c'est ce que fait collectivement. Mais nous n'étions pas anti-nucléaires et nous avons toujours dénoncé cette politique hasardeuse et fautive. Oui. Alexis Bachet. Non, mais on peut raconter tout et n'importe quoi. On peut dire que la France est un pays anti-nucléaire. On est le pays, au contraire, où la puissance du lobby nucléaire n'a jamais été aussi forte à partir des années. Alors, il y a eu un choix d'ailleurs technologique qui a été fait sous la 4e République de développer la capacité nucléaire de produire de l'énergie avec le nucléaire. Mais ensuite, effectivement, à partir de la crise des chocs pétroliers des années 70, il y a eu un développement extrêmement important. La France est un des pays où il y a le plus de réacteurs nucléaires. Et l'objectif de cette loi que j'avais votée, c'était pas... Alors, il y avait des gens qui disaient, oui, il faut sortir tout de suite du nucléaire. On savait très bien que c'était une utopie, que c'était pas possible, que la France avait tellement investi qu'il fallait travailler sur la pérennité du parc nucléaire français. Mais il y avait une volonté politique, oui, de faire un mix énergétique. C'est-à-dire de ne plus être uniquement dans la main d'une seule énergie, en particulier pour produire l'électricité, puisque 70% de l'électricité est produite par nos centrales nucléaires. Bon, mais aujourd'hui, c'est assez facile de réécrire l'histoire. On est dans un contexte géopolitique complètement différent. Évidemment que si on avait su qu'il allait y avoir la guerre nucléaire et les tensions sur le marché d'énergie qu'on connaît aujourd'hui, d'ailleurs avec des responsabilités qui sont multiples. La question du marché d'énergie européen, c'est pas uniquement la faute de la France, c'est aussi la faute de l'Union européenne et d'un certain nombre de grands décideurs qui ont construit une usine à gaz. Et ce qui est vertigineux. Et par ailleurs, si je puis terminer, parce que moi je vous ai écouté, vous êtes tous d'accord là-dessus, et c'est vrai. Alors il faudrait... j'avais peut-être tort sur l'Ukraine, vous avez peut-être raison, mais c'est pas parce que vous êtes 3 que vous avez tous raison et que vous avez aussi une sorte de pensée unique sur le sujet. Mettre aujourd'hui tout ça sur le dos des écolos ou de Macron ou d'Hollande, c'est une facilité intellectuelle, c'est même malhonnête en fait. Voilà. Parce que les responsabilités, elles sont beaucoup plus compliquées que ça, et par ailleurs, la France avait un retard qu'elle essaye de combler sur les énergies renouvelables. Oui, on a globalement moins d'éoliennes que les autres pays. Mais non, Jacques, c'est des chiffres. On a les pourcentages. Enfin, arrête. Là, on va fact-checker. On va fact-checker. En Europe, on est un des pays qui produisons le moins d'énergie renouvelable. Donc là, je sais qu'il y a une fixation sur les éoliennes. On oppose centrales nucléaires et éoliennes. En fait, il faut qu'on garde tout ce qui peut effectivement nous aider à avoir une souveraineté énergétique. Le nucléaire aujourd'hui y contribue, dont acte. Mais il faut aussi développer d'autres sources d'énergie comme le font d'autres pays. Voilà, c'est tout. Alors, un point quand même, l'énergie alternative, les ENR, etc., très bien. Le prix est aussi en rapport. C'est-à-dire que la France avait la chance, avec le nucléaire, d'avoir une des énergies électriques les moins chères d'Europe. On a fait basculer ce schéma. Alors là, pour le coup, il n'y a pas eu de débat vis-à-vis des Français. On n'a jamais dit aux Français, on va vers les ENR. Vous verrez, ce sera 2 fois plus cher. Si on avait dit ça, je pense que les Français auraient peut-être moins soutenu le développement des ENR. Ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, pardon, mais quand on gouverne, enfin 42 kilowatts, 42 € le kilowatt. Voilà. Et quand on est gouvernant, quand on est à l'Élysée, je termine ça. Et on parlera du coût du traitement, et on reparlera du coût du traitement, de retraitement, de recyclage des éoliennes. Voilà, et des éoliennes. On parlera de tout. Il faut tout mesurer. Si, mais bien sûr qu'il y a un sujet. Non, mais il y a un sujet là-dessus, bien sûr que si. Mais par contre, mais il n'est pas aussi majeur que ça, d'une part. Deuxièmement, le coût de retraitement des éoliennes est aussi un vrai sujet quand il faut les démanteler. Donc on peut faire un point complet là-dessus. Et surtout, ce que je veux dire, c'est que les gens qui sont en fait les gens qui nous gouvernent, on attendait juste un point, c'est qu'ils aient un peu de vision stratégique du siècle, d'accord ? C'est-à-dire que, les ENR, les alternatives, mais ça ne méritait pas qu'en même temps, on arrête la filière nucléaire. Il fallait monter les deux. C'était ça, l'intelligence stratégique, c'était ça. C'est il faut développer des formes alternatives, mais continuons à rester des super producteurs d'énergie nucléaire, parce qu'on ne sait jamais de quoi sera fait le siècle. Et pardon, c'était pas compliqué de lire que le siècle serait peut-être un peu compliqué. Voilà. Allez, donc on a des grands stratèges, et malheureusement, ce sont les mêmes qui nous ont mis là où nous sommes aujourd'hui, qui prennent des décisions pour l'avenir. Ça ne me rassure pas.
Une interdiction des colliers électriques étrangleurs à pointe a été interdit hier. Ça a été voté à l'Assemblée nationale pour les chiens, évidemment. Je parle des chiens. Vous savez, il y a des colliers avec des. Non, mais ça me. Voilà, c'était pour les femmes. Je viens de voir Christophe Marie de la Fondation Brigitte Bardot qui. Non, mais c'est vrai que c'était sans transition, mais c'est apparu sur mon écran. Et Christophe Marie de la Fondation Brigitte Bardot dit seuls 5 députés ont voté contre l'interdiction de ces colliers électriques étrangleurs avec des pointes qui blessent gravement les chiens. C'est horrible, mais j'avais jamais vu ça. Eh ben si, vous savez, ça envoie des impulsions électriques, ça envoie des pointes. Il y a des très gentils colliers. Bon, j'aurais mieux fait de m'abstenir, mais j'aime beaucoup les animaux. Oui, moi aussi. Mais j'ai essayé pour Fanfare. Et donc, le petit bip pour le faire revenir, ça lui fait pas mal du tout. D'ailleurs, il revient pas tout de suite. C'est interdit. Mais ça doit pas être les mêmes. Non, il y a 5 députés qui sont tous Rassemblement National qui se sont opposés à cela. Et c'est bien dommage. En tout cas, visiblement, ça a été adopté. Voilà, ce sera le mot de la fin. C'était pour finir sur une autre note. Merci. Voilà, merci à tous les 4. C'est presque léger. Oui. Non, c'est pas léger du tout. Non, c'est pas des animaux. Non, c'est vachement important parce qu'il y a des progrès qui sont faits dans ce sens-là et qu'il faut le souligner et que chaque victoire est bonne à prendre. Il faut les mettre aux écolos, les colliers. Oh non, Jacques. Allez, on se retrouve dans un instant. Bonne journée.